Chapitre 9. J'arrivais à Paris vers le milieu d'août, lorsque j'ai quitté cette ville en 1792. Le peuple alors franchi du jonc des lois, ivre de fureur et de ses abominables triomphes, jouissant avec un orgueil insensé d'une sauvage licence toujours menaçant, toujours presseur, ne connaissait plus de bornes à sa tyrannie. Quel changement après le court espace des 3 années! La disette était affreuse, la misère au comble, et ces souverains déchus osaient à peine se plaindre. Ce n'était plus qu'une vile populace, sans énergie, rugissant encore sous la main qui le châtiait, mais n'ayant plus même la pensée d'une révolte. Tous les matins, la vie entière présentait les déplorables spectacles des milliers de femmes et d'enfants accroupis sur le pavé, à la file aux portes des boulangers pour recevoir en payant un morceau de pain. Plus de la moitié de Paris ne se nourrissait que des pommes de terre. Les papiers, monnaie étaient sans valeur, l'argent sans circulation. Cette situation durait près d'une année. Un spectacle plus étrange frappait encore les yeux de l'observateur. Les infortunés qui avaient gémi dans le présent étaient rendus à la liberté, et comme ils avaient échappé au supplice, ils jouissaient encore de leur bonheur avec transport. Les dangers auxquels ils avaient été exposés si longtemps excitaient un grand intérêt. Mais la vanité, si ingénieuse en France, une soutirée partie, c'était à qui prétendait avoir le plus souffert. Et comme il était de bon goût d'avoir été persécuté, une foule de gens qui s'étaient cachés ou avaient acheté leur tranquillité à force de vices se vantaient d'avoir gémi dans les prisons. Des milliers d'innocents avaient péri sous l'échafaud. Mais si l'on s'en fût reporté au récit de la haine et de la vanité, la moitié de Paris ou emprisonnée ou massacrée, l'autre moitié. À cette époque, le désordre de la société était porté à son comble. Les rangs avaient disparu, les richesses avaient changé de main. Comme il était encore dangereux de se vanter de sa naissance et de rappeler une ancienne existence, les nouveaux enrichis voulaient donner le temps et joignant à tous les travers d'une mauvaise éducation, tous les ridicules d'un patronage sans dignité. Une autre classe plus recommandable, les artistes, trouvaient de la considération dans les besoins que beaucoup de gens éprouvaient de chercher des distractions et même des ressources dans les arts de l'imagination. Ce goût des arts généralement répandu acheva de jeter dans le monde jusque dans les mœurs de la capitale un dévergondage conservable. Les jeunes gens s'écouffaient en vite, les cheveux relevés sur le sommet de la tête pour rappeler les infortunés qu'on conduisait au supplice. Les femmes, au contraire, imitaient dans leurs vêtements les usages de l'ancienne Grèce. On ne croyait sans avoir la voix vue que des femmes charmantes bien élevées et d'une naissance distinguée portant des pantalons couleur de chair, se couvriant les pieds de coturnes, étaient à peine vêtues de robes de gaze et transparentes, et les seins découverts, les bras nus jusqu'aux épaules, se présentaient ici dans les lieux publics et loin de révolter la pudeur. N'existait que l'admiration et les applaudissements. Les anciens appelés les jardins particuliers étaient transformés en asile de plaisir. C'était l'Élysée, c'était Paphos, Tivoli, Idalé, et partout, un gros, une tartarie turbulente, un débordement des mauvais temps, et un mépris de toutes les bienséances qui excitaient la honte et le dégoût. Mais entre ces deux extrêmes de la population du Faubourg Saint-Marceau et de la chaussée d'Antin se trouvait
l'estimable bourgeoisie et cette multitude d'âmes claires et amies de la patrie et de la liberté dont l'indignation, comprimée par la terreur, se redressa avec une énergie qui amena enfin la catastrophe du 13 Vendémiaire. J'ai besoin pour développer les causes de jeter un coup d'œil sur le gouvernement de l'Assemblée conventionnelle. Cette assemblée s'était trouvée chargée d'un énorme fardeau. Les rois avaient été précipités du trône et la monarchie n'existait plus. Et l'établie république par acclamation sans consulter les Français, et elle fit mourir les rois dont l'existence l'embarrassait. Bientôt, elle sentit qu'elle était composée dans le monde trop hostile pour donner à la marche des affaires une direction sûre, rapide. Elle forma donc dans son sein un gouvernement appelé Comité de salut public, chargé d'organiser l'administration générale et de diriger tous les efforts de la France contre les ennemis du dehors. Elle institua aussi un comité de sûreté générale pour réprimer les attaques des ennemis intérieurs. Les succès des Vendéens et des étrangers pousseront ces deux comités au-delà de toutes les idées raisonnables et firont sentir la convention qu'il fallait vaincre à tout prix ou périr. La défense fut poussée avec tout l'acharnement et l'énergie qu'inspire le sentiment de la sûreté personnelle et de la vengeance. La direction savante imprimée aux armées est suivie par elle avec un admirable courage. Préserva la France du genre étranger, mais les progrès de la guerre civile et les efforts secrets des royalistes pouvant-ils servir de justification au massacre et à l'affreuse tyrannie dont la patrie a été victime pendant si longtemps? Non. Les dominateurs de cette assemblée resteront jamais chargés de toute la haine qui ne cessera d'inspirer aux races futures un régime de barbarie dont l'histoire n'offre pas un second exemple. Until now, de toutes les leçons qui présentent l'histoire des passions humaines, il en est une, surtout sur laquelle les moralistes doivent insister avec force, c'est la possibilité où seront toujours même les plus honnêtes gens de s'arrêter dans la route de l'horreur, une fois que les passions les y auront entraînés. Certes, si peu d'années avant l'époque des tant de crimes, on eût présenté à tous ces hommes devenus si barbares le tableau de tous ceux dont ils se sont rendus coupables, il n'en est pas un, Robespierre lui-même, qui n'eût reculé d'épouvante. On caresse d'abord des théories, l'imagination échauffée les présente sous un aspect utile et de l'exécution facile. On se met à l'œuvre, on avance, sans s'en apercevoir d'erreur, une faute, des fautes, un crime, bientôt l'esprit, une poison égarée et dessèche toute sensibilité, et finit par décorer du nombre de raisons d'état les plus horribles excès.